Bonjour à tous. Donc, je crois que certains parmi vous se demandent c'est qui cette Madame Elie-Marie Filbaz. Qu'est-ce qu'elle a fait comme parcours, hein, quelle carrière a-t-elle fait pour mériter d'être présente aujourd'hui parmi tout ce beau monde? Eh bien, pour ne rien vous cacher, pour tout vous dire, sachez que tout comme vous, je me pose les mêmes questions. Si je suis ici aujourd'hui, c'est suite à la demande de mes étudiants et du directeur de l'école, M. Mounir, qui m'ont demandé de venir vous raconter mon histoire. C'est une histoire que j'ai racontée à mes élèves et qui apparemment les a touchés. Donc, je vais vous raconter cette petite histoire. Il était une fois, moi. Alors, toute petite déjà, je jouais comme tous les enfants, mais mon jeu favori était de jouer à l'institutrice. Je prenais tous mes poupées, peluches, parfois coussins, tout ce qui pouvait ressembler à des élèves. Je commençais à donner mon cours. Je mettais ma blouse blanche, la blouse blanche de ma mère qui travaillait dans le secteur de la santé, les lunettes de mon père, et je me mettais à donner des cours. J'étais un professeur sévère, je prenais mon rôle très au sérieux. Plus tard, à l'école, je commençais à jouer avec les voisins et voisines, les cousins et tout, mais c'était toujours le même jeu. Je rentrais avec des copies à la maison, je corrigeais. À l'école, mon destin était déjà tracé. Je savais déjà ce que je voulais faire, enseigner. Je suis tombée amoureuse de mes maîtres et maîtresses à l'époque, que je salue au passage, qui regarderont la vidéo, ils sont amis avec moi sur Facebook, Madame Lucette, Madame Ghislaine, M. Bernard, j'étais dans une école française, vous l'avez compris, donc c'était mes idoles. Ils faisaient tellement bien leur métier que je voulais leur ressembler. Je me suis dit, un jour, je veux être comme eux. Au lycée, les choses se sont confirmées. J'étais dans un lycée étatique, certes, mais j'avais d'excellents professeurs. Donc, surtout les professeurs de littérature, de français, d'arabe, de philo. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est clair, je veux toujours enseigner, sauf que j'avais un petit penchant vers la langue française. Je voulais devenir professeur de français, c'était clair. Donc, j'ai abandonné les matières scientifiques, les mathématiques, et je me suis concentrée sur ce que je veux faire. Donc, automatiquement, j'ai choisi la filière littéraire. J'obtenais d'excellentes notes, une bonne moyenne, qui me permettait de passer facilement de classe en classe, jusqu'au baccalauréat, où là, j'ai eu le premier accident de ma vie. Le premier accident de parcours. Alors, cet accident, c'est la mention. J'ai eu mon bac avec mention. Voilà. Excellente note en français, en arabe et en philo. J'avais 18 en français, 18 en arabe et 17 en philo. À l'époque, 17 en philo, c'était quelque chose. C'était la meilleure moyenne régionale. Donc, et c'était l'époque où on a commencé à distribuer, à faire la distinction, à distribuer les feuilles roses, vertes, blanches. Donc j'ai eu la feuille rose qui me permettait d'avoir le premier choix. Donc j'ai reçu le guide et tout à coup on a eu tellement de visites à la maison. Il y avait les voisins, la famille, tout le monde venait à la maison pour voir ce que je pouvais faire avec cette moyenne. Donc chacun se mettait à multiplier mon score pour voir ma moyenne, les confessions, pour voir si je pouvais accéder à l'IHEC, à l'INSAT, l'école de médecine, pourquoi pas. T'as le score, tu peux le faire. Mais je suis nulle en mathématiques. Je suis nulle dans les matières scientifiques. La meilleure moyenne que j'ai eue en mathématiques durant tout mon parcours secondaire, c'était 5 sur 20. Donc c'est pas possible. Ouais, c'était pas possible. Donc ils se sont dit, mais quand même, faire français, tu peux le faire, si tu avais eu 10, 11, c'est toujours... Mais tu dois profiter de la mention. Tu as une bonne moyenne, tu as un excellent score, donc il faut le mettre quelque part.
qui se sont mis à dénicher le guide, à le feuilleter, à fouiller là-dedans, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la perle rare. C'était une école qui leur convenait parfaitement. C'était l'ISKE, qui existe toujours, Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises. Moi, faire de la comptabilité. Mais justement, cette école, elle demandait 20 littéraires pour faire AES, Administration économique et sociale. Donc ils m'ont dit, voilà, c'est fait pour toi, c'est pour les littéraires, donc certainement il y a des matières adaptées aux littéraires. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'il te faut. Laisse tomber le français, laisse tomber l'enseignement, tu sais ma petite, tu as eu la chance de ta vie, on va tu vas passer 4 années dans une faculté médiocre, tu auras ton CAPES au bout de la 2e fois, on va te jeter dans un patelin lointain et tu vas galérer et tu finiras ta vie dans un hôpital psychiatrique. Voilà, moi, mon destin. Peut-être que mes parents et ma famille l'ont pas. Alors, je n'avais pas encore raison. Je me suis dit, si mes parents me disent ça, c'est qu'ils ont peut-être raison. Donc, d'accord, je vais faire l'ISKE. Ma mère, elle m'a dit, bon, mais je mets le français en 2e position, comme second choix. Non, ma mère me dit, j'ai toujours été attirée par le métier de juge. En sciences juridiques, c'est pas mal non plus. Allez, 2e choix, et puis après, tu es libre, tu peux mettre ce que tu veux. Donc, j'ai mis français 3e position et philo en 4e position. Quelques jours après, je reçois le courrier. J'ouvre, je lis. Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons accepté votre premier choix. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été contente. J'étais même déçue. Et je me suis dit, bon, c'est ça l'émotion. Donc je me rends le jour de l'inscription à l'école, l'ISKE. Au guichet, il y a une bonne dame qui me reçoit. Elle me donne le formulaire à remplir. Je remplis, je mets AES. Elle me dit, mais c'est quoi? Vous êtes en train de commettre une erreur, mademoiselle. J'ai dit, mais AES, moi je suis littéraire. Ah oui, mais ça c'est l'ancien régime, vous n'êtes pas au courant de la réforme. À partir de cette année, il n'y a plus de AES, c'est le tronc commun. On fait SG, sciences de gestion, et c'est au bout de la 2e année que tu vas choisir ce que tu veux. Donc, mais SG. AES, SG, CON, pour moi, ça voulait absolument rien dire. J'ai mis SG, j'ai posé le formulaire, je suis rentrée. Alors, pour vous épargner les détails, j'ai passé l'année scolaire la plus cauchemardesque de ma vie. J'avais des matières bizarres. Mathématiques, statistiques, microéconomie, macroéconomie, d'autres que j'ai jamais réussi à retenir. La seule matière qui me parlait un peu, dans laquelle je comprenais un peu ce que le professeur racontait, c'était la psychosociologie, psychologie de l'entreprise, et coefficient 0,5. Donc, je suis allée voir mon père, je lui ai dit, écoute papa, c'est pas possible, je comprends rien. Je comprenais pas comment mes camarades arrivaient à remplir la feuille d'examen, à résoudre des équations. Et moi, j'étais là, toute bête, devant ma feuille, à regarder des parenthèses, des chiffres, des cos, des signes, Je me posais la question existentielle, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? C'est pas ma place. Donc j'ai parlé avec mon père, il me dit, écoute ma fille, dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut. Dans la vie il y a des devoirs. La passion, ça c'est autre chose. Va faire de la peinture si tu veux, fais de la musique, lis des bouquins, mais là, tes études, c'est sacré. Il ne faut pas mêler les choses. Donc tu vas continuer et je vais voir si je peux te trouver un professeur de maths. Donc il a cherché un peu. Il a trouvé un professeur de maths suicidaire, apparemment. Donc il est venu à la maison. D'ailleurs, il est venu une seule fois et il ne voulait plus revenir. Donc il a compris que j'étais un cas désespéré. Alors il m'expliquait le sinus, le cosinus. Quand je ne comprenais pas, il me dit, ben, écoute, je lui ai donné l'astuce, tu le fais avec le dérivé ou machin. Mais c'est quoi le dérivé? Il dit, écoute, c'est pas possible, laisse tomber, fais autre chose, ma fille, c'est pas ta place. Donc il est parti, il n'est plus revenu. Mon père m'a dit,
Tu t'en sors, essaie de t'en sortir, hein, c'est pas mon problème. Dis-moi ce que j'ai à faire et je le ferai. Donc, j'ai fait ce qui me semblait bon. Je rentrais plus au cours. Je passais plus de temps à la buvette. D'ailleurs, j'ai appris la belote. Je passais plus de temps à la buvette qu'en classe. Et bien entendu, avec un parcours pareil, je ne pouvais pas réussir. Donc j'ai redoublé. Et là, j'ai passé les vacances d'été les plus cauchemardesques de ma vie. Mes parents avaient honte de moi. Ils ne voulaient plus me parler. Ils étaient déçus, mais déçus, humiliés. Ils ne voulaient plus aller chez les gens. Ils ne voulaient plus recevoir les gens à la maison parce qu'ils craignaient qu'on leur demande alors, ta grande, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ne pouvaient pas dire qu'elle a redoublé. Donc, j'étais plus leur fierté, hein, surtout qu'à part l'école, hein, j'écrivais un peu, donc je publiais des articles à Tunis Hebdo. Il y avait mon père qui montrait, oh, vous avez vu ma fille, ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit, vous avez lu ça, vous avez... Donc, et du coup, elle a échoué, elle a eu son bac avec mention, et aujourd'hui, elle redouble. Donc, bon, ils étaient très mal, et moi aussi, bien entendu. Je me sentais doublement coupable. Et là, ils ont décidé d'aborder le sujet et me dire alors, il faut trouver des solutions, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, français. Bah, t'as pas fait tout ça pour refaire français, mais c'est pas normal. Fais autre chose. Mais c'est quoi cette autre chose? Alors moi, si tu fais une réorientation, c'est pour faire les sciences juridiques au moins. Hein, c'est une école prestigieuse, devenir juge, c'est pas... Vous croyez? Mais on va pas me la donner parce que c'est pour les... Hein, le nombre est limité, et puis moi je serai réorientée, mon dossier sera examiné en dernier lieu, et peut-être que je raterai. On va essayer, hein, on va déposer des demandes, on va... Donc j'ai dit, bon d'accord, hein, dans le cas où, hein, dans des situations pareilles, parfois il ne faut pas trop insister. Donc on a été voir le chef de département des droits à l'époque. On a déposé des demandes, on lui a montré mon dossier, mes notes, on lui a expliqué qu'il y a eu un accident, qu'on n'a pas été bien informé par rapport à la réforme et tout. Donc il nous a dit, laissez vos demandes et on va vous contacter. Quelques jours après, je reçois un courrier. Je l'ouvre, je lis. Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons accepté votre choix. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été contente. Mais bon, les choses sont faites. Je suis allée à l'école des sciences juridiques. Le premier jour, hein, déjà, j'étais installée. Il y avait le professeur qui donnait son cours magistral. Et les étudiants prenaient des notes. Il y a des étudiants qui viennent de la faculté des sciences juridiques. Non. Bien, prenaient des notes, et à la fin, je n'en pouvais plus. J'ai dit à la fille à côté de moi, mais il est sérieux, c'est quoi tout ça hein? 4 pages recto verso, mais elle m'a dit, écoute, moi je refais l'année, hein, panique pas, hein, je vais te donner un conseil, tu vas apprendre tout ça ce soir, il ne faut pas laisser les choses s'accumuler, hein. Et tu les apprends mot à mot, hein. Le droit on ne joue pas, hein. L'article, texte de loi et tout ça, il faut... C'est tout ce qu'il ne fallait pas me dire. Moi et le parcourisme, ça fait 2, je suis incapable de répéter la même phrase, une phrase. Donc j'ai compris, hein, je voyais déjà l'échec devant moi, j'ai compris que c'est raté encore. Ça va. Je vais gâcher une 2e année, l'année prochaine je serai dérogataire, peut-être que j'arrêterai les études, je finirai, je ne sais pas comment, je vais finir. Donc là je me suis dit, bon, pour arrêter, je vais retirer mon inscription, je vais passer une année blanche, et l'année prochaine, je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Je suis allée voir mon père, je lui ai dit, écoute papa, c'est pas possible, je suis en train de commettre la même bêtise que l'année dernière, j'aime pas ces cours-là, c'est pas ce qui me convient le mieux, je veux arrêter. T'es pas sérieuse, qu'est-ce qui t'a pris là? Oh, tu veux arrêter, mais tu joues quoi? J'ai eu droit à des titites.
peut-être qu'elle est ensorcelée, on lui a jeté un mauvais sort, ou peut-être qu'il faut aller voir un marabout qui lui donne, je ne sais pas quelle portion magique pour qu'elle revienne. C'était tellement désespéré, les pauvres. Chaque matin, ils venaient me voir. Alors, je te conduis à la fac? Non, j'y vais pas. Titi, et il sort. Le lendemain. Alors, c'est censuré. Donc, je crois que tu as bien réfléchi. On y va? Non, j'y vais pas. Je vais retirer mon dossier, je vais passer une année blanche, et l'année prochaine, je vais faire ce que je veux. Maintenant, c'est moi qui vais décider. Titi, et il sort. C'était comme ça. Donc, à la fin, il a compris que c'était pas possible. Le temps passait, et moi, je tenais bon. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux faire français. La littérature française, je veux aller dans une fac de lettres, une fac qui me convient. Donc là, on a essayé de rattraper le train en marche. Nous sommes allés voir le chef département des lettres, des beaux-arts. On a reposé le dossier, on lui a expliqué choses, on a supplié, on a rédigé des demandes. On a dit, bon, rentrez, on va vous dire, on va vous répondre. Quelques jours plus tard, je reçois un courrier. J'ouvre. Je lis. Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons accepté votre choix et vous pouvez rejoindre la faculté des sciences humaines. Je suis incapable de vous décrire ce moment, ce sentiment. Voilà, pour moi, la vie commençait. Le bonheur commençait. Les études, c'était exactement ce que je voulais. Lire des bouquins. Lire des bouquins, c'était ça. Je passais des examens sur des bouquins que j'adorais. Flaubert, Stendhal, Montesquieu, Voltaire. Donc, c'était la passion. J'ai passé 4 années, le temps passait tellement vite. J'ai eu ma maîtrise, j'ai passé mon CAPES. Je l'ai eu dès la première fois, contrairement à ce que mon père me disait. Bon, c'est vrai que quelque part il a eu raison parce qu'on m'a affectée à Bundelden quand j'ai eu mon CAPES. Ouais, je suis allée en pleurant. Je me suis dit, finalement il avait raison, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ce bled? On ne comprenait même pas. Mentalité complètement différente. Je voulais aller prendre un café dans un salon de thé. Du salon de thé, mais t'es où là? Je peux dire que je venais de la banlieue nord, donc c'est pas. Je voulais me balader un peu sur le boulevard. Quel boulevard? Donc il n'y avait rien. J'ai eu du mal à enseigner le français à Bundelden, il faut le faire aussi. Donc il y avait des élèves qui étaient carrément, qui ne regardaient même, ils n'avaient même pas le droit de regarder un film en français, un documentaire en français. Donc c'était un défi. Donc je pleurais tous les soirs, mais en même temps je ne pouvais pas abandonner. Petit à petit, il y a eu une affinité qui s'est construite entre moi et mes élèves. Et les élèves, ils ne sont pas bêtes. Lorsqu'ils comprennent que vous êtes passionnés, que vous vous donnez à fond, ils le ressentent, ils le comprennent et ils sont reconnaissants. Donc au lieu de pleurer sur mon sort et de dire qu'il n'y a pas de buvette, qu'il n'y a pas de cinéma, qu'il n'y a pas de... Donc j'ai créé des clubs dans le lycée Ibn Hazm à Bundelden. Donc il y avait un club de théâtre, un club de poésie et un club de cinéma. Donc chaque fois, on regarde un film dans le débat. Pour la poésie, donc je venais écouter les poèmes de mes élèves. Les pièces de théâtre, je venais regarder mes élèves jouer. Donc la semaine était assez animée. Du coup, je voulais plus rentrer. Ça me plaisait bien. Et puis, j'ai eu un certain succès. J'ai senti un peu un certain pouvoir. J'arrivais à changer les choses, la mentalité et tout. Parce que jouer une pièce de théâtre avec une fille, lui dire que je t'aime, c'était tabou, c'était impensable. Aujourd'hui, ils le font avec une aisance extraordinaire. Donc, voilà. À la fin, j'ai eu ma fille. Donc, je ne pouvais pas faire la navette.
Donc j'ai été permuté à Tunis. Je suis venue à Nogéden en pleurant, je l'ai quitté en pleurant aussi. C'était difficile. Et puis à Tunis, j'ai été affectée à Al-Agba, à Manouba, jusqu'à ce que j'ai atterri à Subcom. Donc un beau voyage. À Subcom, j'ai essayé de mettre ma petite touche. Heureusement que j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui m'ont fait confiance, notamment M. Mohamed Siel et M. Dir. Donc ils m'ont demandé, ils m'ont dit, tiens, fais ce que tu veux, l'essentiel, on veut des résultats. Et je crois que en matière de communication, nos élèves aujourd'hui communiquent beaucoup mieux. Nous avons une activité qui nous démarque particulièrement, le stage de langue. Hein. Les cours de technique de communication sont assez originaux. Hein. Ayad, ouais, tu confirmes. Hein. Donc on chante, on danse, on fait les fous en classe, on s'amuse tout simplement. Donc voilà mon petit voyage. Donc tout ce que j'ai pu retenir après tout ça, c'est que pour être heureux, le bonheur, c'est de faire de sa passion son métier. La seconde, c'est par rapport à l'enseignement. Enseigner, hein, j'ai compris qu'enseigner, hein, comme guérir pour le médecin, est une affaire d'affect, de plaisir. Et que pour réussir dans la vie professionnelle, il faut vraiment aimer son métier. Donc, avant de vous quitter, je crois que je vais répondre à la question du départ. Vous voulez savoir qui je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien, je suis une enseignante, une toute simple enseignante, qui aime son métier, qui est vraiment passionnée. Et c'est justement cette passion qui m'a donné ce bonheur, le bonheur de partager ce moment agréable avec vous. Donc, suivez votre passion, la passion vous suivra. Merci pour votre attention.